Le 30 avril 1945. Le général Helmut Weidling se tient à l'entrée du Führerbunker. Dans sa main, un message qui peut sauver des milliers de vies. Avant de le remettre à Hitler, il doit franchir 3 postes de contrôle, qui refusent même les plus hauts gradés. Autour de lui, Berlin s'effondre. L'échec n'est pas une option. En descendant le couloir, il aperçoit le premier poste de garde. Il tend ses papiers au soldat assis derrière le bureau et déclare « Je suis le général Helmut Weidling. J'ai un besoin urgent de voir le Führer. » Weidling reçoit un signe d'approbation. 2 frappes codées sur la porte. Le son hermétique est rompu. Weidling entre. Le poste de contrôle le plus facile est franchi, mais plus il s'approche d'Hitler, plus la sécurité se fait stricte. Le général Weidling entre dans la première zone, appelée le Vorbunker. Il doit encore franchir 2 autres postes avant de pouvoir remettre son message. Sous lui se trouve un sol en béton de 8 pieds et demi de profondeur. Au-dessus, un plafond de 9 pieds d'épaisseur. Même s'ils peuvent être à l'abri des bombes, c'est la peur d'être capturés qui engendre une anxiété intense. Les forces américaines et britanniques progressent rapidement à travers l'Allemagne de l'Ouest, prenant des villes clés comme Munich, Nuremberg et Hambourg. Chaque jour, la position des nazis s'affaiblit un peu plus. La première section du Vorbunker abrite un immense système de purification de l'air qui fonctionne en continu, donnant à cette ville souterraine sa respiration et la protégeant contre les attaques chimiques. Le réfectoire longe le couloir, juste à côté de la cuisine, où les repas sont préparés pour tous, y compris les plats végétariens d'Hitler. Vient ensuite la réserve et le garde-manger. Avec la ville encerclée, Weidling sait que les rations du bunker s'épuiseront bientôt. Dans le couloir, il se concentre sur le prochain poste de contrôle, l'entrée du Führerbunker, où vivent Hitler et ses principaux responsables. Voici la chambre et le salon de Magda Goebbels, où elle vit avec ses 6 enfants. Voici la famille de Joseph Goebbels, chef de la propagande et l'un des hommes les plus proches d'Hitler. Il était connu comme l'un des membres les plus violents et antisémites du parti. À côté des Goebbels se trouvent les quartiers des gardes et des invités. Cet espace hébergeait le personnel d'Hitler, ses 3 secrétaires, le personnel militaire, les gardes du corps et les invités de passage. Weidling est actuellement la tête de la zone de défense de Berlin, le dernier rempart contre la prise totale de la ville par les soviétiques. Malgré ce grade élevé, il pourrait ne pas obtenir l'autorisation de passer ce 2e poste de contrôle. « Je dois parler au Führer », s'exclame Weidling. « Quelle est votre affaire ?» répond le garde. Weidling le regarde sévèrement et dit « Ça ne vous regarde pas. » Le garde examine son identification et décroche le téléphone. Le Führerbunker est protégé par un plafond en béton armé de près de 12 pieds d'épaisseur. Au-dessus, quelques pieds de terre compacts. Pour renforcer la protection du haut commandement, le sol fait 6 pieds et demi d'épaisseur et chaque pièce est entourée de murs de plus d'1 mètre. Ce poste de garde est sa seule entrée et sortie. « Vos armes, s'il vous plaît » Weidling tend son pistolet au soldat posté à la porte. « Vous pouvez passer » répond le garde au bureau. Weidling descend les escaliers. Alors qu'il s'approche de la porte suivante, Wilhelm Burgdorf en sort et demande à Weidling ce qui est si urgent. Weidling répond « Je dois parler au Führer immédiatement. » « Le Führer ne peut pas vous recevoir pour l'instant. Je transmettrai le message. » « Ce message, c'est moi qui dois le remettre au Führer. La ville est en chaos. Laissez-moi passer. » Burgdorf le regarde avec méfiance. Les soldats resserrent leur prise sur leur arme. Un obus d'avion tombe à proximité, faisant trembler le bunker et tomber la poussière du plafond. Weidling. « Je dois livrer ce message. » Burgdorf saisit rapidement le bras de Weidling et le pousse à travers le dernier poste de contrôle. À mesure que Weidling entre dans le Führerbunker, la tension monte. Même après avoir franchi les 3 postes de contrôle, Hitler a déjà exécuté des officiers pour des messages bien moins urgents. Bien qu'il abrite les plus hauts responsables nazis,
L'intérieur du Führerbunker est loin de ce que l'on pourrait imaginer. Des mètres d'air humide et de moisissure séparent le général Weidling d'Hitler. Tout le bunker a été construit sous la nappe phréatique et les générateurs tournent sans relâche pour garder les lumières allumées. À droite se trouve la salle des machines à écrire. De jeunes femmes sont assises à leur bureau. Il y a à peine une semaine, elles transcrivaient les ordres avec diligence. Maintenant, elles restent immobiles. Les hommes lèvent les yeux et aperçoivent la pièce la plus reculée. Un homme commence à marcher vers eux. À l'origine, cette pièce était l'une des chambres du personnel, mais elle a été prise par l'homme qui approche. À l'intérieur, un petit lit simple, un bureau et une armoire. Cet homme est Martin Bormann, le secrétaire le plus fidèle d'Hitler. Bormann sait que voir Weidling et Bergdorf ensemble n'augure rien de bon. Blottier et parlant à voix basse, Weidling explique la situation. Bergdorf accepte d'aller chercher Goebbels et Bormann accepte d'aller chercher Hitler. Ils se retrouveront ensuite tous dans la salle de cartes, où Weidling annoncera la nouvelle. Au mur de ce couloir, des tableaux exposent l'idéologie nazie, déjà en train de s'effondrer à l'extérieur. Ce long couloir a deux fonctions. Il relie les salles du haut commandement, où l'on se réunit pour discuter de la stratégie. Il sert également d'aire d'attente pour la salle de conférence plus intime, la salle de cartes. Presque tous, y compris Helmut Weidling, avaient été témoins de Hitler, plein de rage et de folie, criant sur le haut commandement. Bergdorf frappe à la porte, à droite de la salle de conférence. Après un instant, il entend. « Komm herein !» Il entre. Cette partie du Führerbunker remplit plusieurs fonctions. La pièce sert à la fois de bureau à Goebbels et de cabinet médical du bunker. On y retrouve un petit lit d'examen ainsi que des armoires remplies de médicaments et d'instruments. Il y a aussi un bureau dans le coin où Goebbels travaille. La plus éloignée est celle du docteur Ludwig Stampfeger, chirurgien et médecin personnel d'Hitler. Elle contient un lit étroit, une table de chevet et une lampe. De l'autre côté est la chambre personnelle de Goebbels, où il dort parfois, au lieu de la chambre familiale du Führerbunker. Bergdorf attire l'attention de Goebbels et lui dit qu'il y a une urgence, qu'il doit rejoindre la salle des cartes immédiatement. En face du bureau de Goebbels, de l'autre côté du couloir, se trouve la section d'Hitler. La première pièce est son bureau. À l'intérieur, on y trouve quelques objets modestes et un petit bureau avec un téléphone noir. Bormann passe ensuite dans la pièce voisine. Ceci est le salon d'Hitler. Un large canapé longe le mur du fond. Un réservoir d'oxygène trône dans le coin, toujours à portée de main par peur d'étouffer. Devant, une table basse couverte de papier repose sur un tapis rouge épais. Sur le mur opposé, un petit bureau chargé de livres et au-dessus, un grand portrait de Frédéric le Grand, son héros. Hitler partageait cet espace avec Blondie, son berger allemand. À gauche se trouve la chambre de sa compagne Eva Braun. À l'intérieur, un lit étroit, une armoire et une petite table. La chambre d'Hitler n'est guère différente. Un lit simple, quelques armoires, une table un peu plus grande avec 2 chaises et surtout la photo de sa mère qu'il emportait partout. La pièce abrite aussi un grand coffre-fort. Plutôt que des biens précieux, on pense qu'il contenait des documents sensibles. Tractations secrètes avec des gouvernements étrangers et renseignements classés. Mais, perdu avec le temps, son contenu reste un mystère. Bormann dit à Hitler que Weidling a un message urgent qu'ils doivent tous deux entendre dans la salle des cartes. À l'intérieur de la petite salle de guerre, les décorations sont rares. Il y a une table métallique froide au centre et une grande carte ancienne accrochée au mur. Elle montre l'étendue maximale de l'Empire nazi, aujourd'hui disparu. Weidling sort une carte et la déploie sur la table. Tout ce qui va suivre échappe désormais à son contrôle. Il n'y a pas si longtemps, Hitler a vécu l'un des moments les plus sombres de sa vie. Son second, Heinrich Himmler, principal architecte de l'Holocauste, avait agi dans son dos et tenté de négocier un traité de paix avec les Alliés. Hitler a appris de cette négociation secrète par un reportage de la BBC. Il s'est emporté face à cette trahison et a déclaré à ceux qui restaient dans le bunker que ces négociations secrètes étaient la pire trahison qu'il ait jamais connue.
Hitler a ordonné l'arrestation d'Himmler et les personnes impliquées devaient être exécutées sur place. Weidling s'inquiète profondément des représailles qu'il pourrait subir, même si sa situation est très différente. Une petite foule commence à se rassembler et les différents membres du haut commandement restant examinent la carte de Weidling. Hitler entre dans la pièce. « À l'aise, s'il vous plaît », dit-il. Le moment de vérité de Weidling arrive. Il sait que cela ne peut pas bien se passer. Les Soviétiques enregistrent des percées importantes et constantes. Nous avons été repoussés de centaines de mètres dans toutes les directions principales. Ils sont à moins d'1 kilomètre du bunker. Il y a pire, mon Führer. Weidling sent la pièce se refermer sur lui alors qu'il livre ce message crucial. Berlin sera à court de munitions dans les prochaines 24 heures. Nous n'avons qu'un petit nombre de balles. Les parachutages n'atteignent plus nos défenses et nous n'avons qu'un faible effectif de soldats restants. Hitler ne l'interrompt pas. Il fixe la carte. Mon Führer, je suggère que nous tentions de fuir la ville. Nous avons déjà perdu 15 000 de nos plus jeunes soldats. Hitler interrompt sa phrase. Voilà à quoi servent les jeunes. Weidling manque presque de bégayer. Il sort sa dernière carte. J'ai déjà rédigé un ordre. Vous pouvez commencer l'évasion immédiatement. Tout ce qu'il nous faut, c'est votre signature. À ce moment, Goebbels prend la parole. Ce que vous proposez est un fantasme. Le Führer ne peut pas simplement fuir. Le cœur de Weidling bat à toute vitesse. La sueur perle sur son front. Tous dans la pièce savent que le Führer, autrefois tout-puissant, n'est plus le commandant qu'il était. Cette dernière semaine, il est devenu délirant et refuse de croire que la victoire est impossible. Il parle une dernière fois. « Messieurs, nous ne quitterons pas Berlin. Contactez les généraux à l'extérieur de la ville. Ils pourront porter le coup décisif aux Soviétiques. » Il se lève et quitte la pièce. Weidling reste silencieux. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler a été retrouvé mort aux côtés d'Eva Braun, qu'il avait épousée dans la salle de conférence moins de 40 heures auparavant. Heinz Linga, le valet d'Hitler, fut le premier à découvrir la scène. En cherchant Hitler, il sentit l'odeur de la poudre dans l'air humide près des quartiers privés. Cependant, il ne put entrer dans la pièce, la porte étant verrouillée. Il appela immédiatement Bormann. Les deux hommes défoncèrent la porte et découvrirent l'issue tragique. Les deux corps furent évacués par la sortie de secours du Führerbunker vers le jardin de la chancellerie du Reich. Les ressources étant si rares, les gardes de la SS enterrèrent rapidement le corps d'Hitler dans un cratère et siphonnèrent de l'essence de voitures abandonnées à proximité pour brûler les restes. Une fois le feu éteint, les débris furent recouverts de terre et de boue afin de les dissimuler complètement. Dans les heures qui suivirent, plusieurs hauts responsables nazis présents dans le bunker refusèrent également de se rendre. Parmi eux se trouve Joseph Goebbels, le ministère de la propagande, qui manipula tout un pays et qui fit passer ses 6 enfants innocents avant lui, avant de se donner la mort avec son épouse Magda. Le général Weidling décida de se rendre, espérant sauver les dernières vies sous son commandement. Le 2 mai, il ordonna aux derniers défenseurs de Berlin de déposer les armes. Cependant, des groupes isolés de soldats allemands, n'ayant pas connaissance de cet ordre, continuèrent la résistance jusqu'à la reddition inconditionnelle du 7 mai. La structure qui abritait autrefois le haut commandement nazi fut détruite par les Soviétiques, puis par les forces de la RDA après la guerre. Cependant, grâce à sa construction robuste, une partie subsiste encore aujourd'hui, démantelée et abandonnée. L'homme responsable de la mort de 6 millions de Juifs, de 2 millions de Polonais, de 3 millions de prisonniers de guerre soviétiques et de la destruction de l'Europe fut enterré sans cérémonie dans une tombe anonyme qui, aujourd'hui, est devenue un parking.